En préambule de cet épisode sur la dette, je vous propose d'écouter les mots de l'anthropologue David Graeber, tirés de son livre Dette, 5000 ans d'histoire. Il est plus que temps, je pense, de procéder à un jubilé de style biblique. Un jubilé qui concernerait à la fois la dette internationale et la dette des consommateurs. Il serait salutaire parce qu'il allégerait quantité de véritables souffrances humaines, mais aussi parce qu'il serait notre façon de nous remémorer certaines réalités. L'argent n'est pas sacré. Payer ses dettes n'est pas l'essence de la morale. Ces choses-là sont des arrangements humains, et si la démocratie a un sens, c'est de nous permettre de nous mettre d'accord pour réagencer les choses autrement. Il me paraît significatif que, depuis Hammurabi, les grands États impériaux aient invariablement résisté à ce type de politique. Athènes et Rome ont établi le paradigme. Même confrontées à d'incessantes crises de la dette, elles n'ont voulu légiférer que pour arrondir les angles, adoucir l'impact, éliminer les abus évidents comme l'esclavage pour dette, utiliser le butin de l'Empire pour distribuer toutes sortes d'à côté à leurs citoyens pauvres, qui après tout fournissaient les soldats de leurs armées, afin de les maintenir plus ou moins à flot, mais tout cela pour ne jamais autoriser aucune remise en cause du principe de la dette. La classe dirigeante des États-Unis semble avoir adopté une stratégie remarquablement similaire. Éliminer les pires abus, par exemple les prisons pour dette, utiliser les fruits de l'Empire pour verser des subventions, visibles ou non, au gros de la population, ces dernières années manipuler les taux de change pour inonder le pays de produits bon marché venus de Chine, mais ne jamais permettre à quiconque de défier le principe sacré « nous devons tous payer nos dettes ». Toutefois, à ce stade, ce principe a été démasqué comme un mensonge flagrant. En fait, nous n'avons pas tous à payer nos dettes. Seulement certains d'entre nous. Rien ne serait plus bénéfique que d'effacer entièrement l'ardoise pour tout le monde, de rompre avec notre morale coutumière et de prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qu'une dette, en fin de compte ? Une dette est la perversion d'une promesse. C'est une promesse doublement corrompue par les mathématiques et la violence. Si la liberté, la vraie, est l'aptitude à se faire des amis, elle est aussi, forcément, la capacité de faire de vraies promesses. Quelle sorte de promesses des hommes et des femmes authentiquement libres pourraient-ils se faire entre eux ? Au point où nous en sommes, nous n'avons pas la moindre idée. La question est plutôt de trouver comment arriver en un lieu qui nous permettra de le découvrir. Et le premier pas de ce voyage est d'admettre que, en règle générale, comme nul n'a le droit de nous dire ce que nous valons, nul n'a le droit de nous dire ce que nous devons. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Benjamin Lemoine. Bonjour Jean-Philippe, Bienvenue sur Oser. merci beaucoup, merci de cette invitation. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un thème qui m'est cher, qui est celui de la dette et que vous évoquez dans deux ouvrages que je recommande absolument à tout le monde. On va en parler un petit peu plus. Un premier qui est L'ordre de la dette, publié en 2016, et le second, La démocratie disciplinée par la dette, publié en 2022, qui sont vraiment extrêmement riches. Notamment le premier, si je peux me permettre, où vraiment vous faites une analyse historique en fait sur presque 70 ans de l'évolution de la dette, de la manière dont on visualise, dont le fonctionnement de la dette au niveau de la France a évolué.
Mais avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que pour initier ces discussions, vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une dette? Comment est-ce qu'on pourrait définir en fait ce concept? Alors, pas forcément qu'au niveau économique, mais vraiment même au niveau philosophique en fait. Absolument. Bah, c'est un concept fondamental, y compris pour la discipline dans laquelle je m'inscris, c'est-à-dire les sciences sociales et la sociologie. La dette, elle renvoie à ce qu'on doit, et en fait, on voit que c'est même au fondement des relations sociales, hein. Toute une partie de l'anthropologie s'est construite autour de ces relations de don contre don, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose et ça introduit des relations de réciprocité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit, on se sent le devoir de rendre et on entre en relation avec la personne jusqu'à ce qu'éventuellement la dette soit éteinte. Et tout l'enjeu des sociétés, c'est précisément que les dettes ne sont jamais réellement éteintes et que les relations entre les individus, entre les personnes dans le social sont maintenues ad vitam aeternam. Et c'est vrai qu'on a une version très appauvrie de la dette qui s'est imposée de nos jours, on va peut-être y revenir. La vision qui s'est imposée, c'est la vision purement contractuelle, marchande, hein, individualisée au sens où bah, on a simplement un petit bout de papier, un bout de contrat d'emprunt, on a prêté à quelqu'un d'autre, ou on a prêté à l'État, ou une personne privée a prêté à l'État et on attend en retour le remboursement et puis des intérêts. Disons que ça c'est une toute partie de la définition de la dette qui est devenue hégémonique, hégémonie dominante, et puis qui masque en fait toutes les autres connotations, les autres sens de l'étymologie de la dette souveraine. Alors, on peut en citer juste deux assez classiques, hein. C'est tout d'abord en philosophie politique, bah, c'est la philosophie contractualiste, D'accord. mais qui, sur le plan de la dette souveraine, ne renvoie pas strictement au contrat marchand d'emprunt, mais qui renvoie ce qu'on appelle, par exemple, la dette souveraine au sens fort du terme, c'est-à-dire pas celle qui s'est imposée dans les marchés financiers comme un produit financier, mais c'est la dette du souverain vis-à-vis de sa population. Et donc, c'est l'idée qu'on a une autorité politique qui assure la protection de l'ensemble des individus en contrepartie de quelque chose. Et bah voilà, dans les philosophies contractualistes, c'est en contrepartie du renoncement à la liberté individuelle. C'est le Léviathan de Hobbes, hein, plein de micro-souverains qui sont incrustés dans le grand souverain, qui protègent les individus, leur assurent la sécurité, en contrepartie du renoncement eh bien, au droit d'exercer la justice eux-mêmes, à faire la police eux-mêmes, etc., etc. Donc, le souverain serait en dette vis-à-vis de la population, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en constituant le collectif, c'est la souveraineté elle-même qui doit des choses aux individus, elle leur doit la protection. Et on verra que ce qui s'est imposé dans la seconde partie du XXe siècle, c'est la protection sociale. C'est-à-dire que l'État ne se réduit pas à la pure figure autoritaire gendarme, mais c'est aussi l'idée de protection sociale. D'accord. Alors, là aussi, on pourrait même nuancer, hein. Bon, je passe un peu, mais y compris l'idée de souveraineté étatique, c'est une seule version de l'incarnation de la communauté politique par les autres. C'est une incarnation verticale, autoritaire, et on voit que dans l'anthropologie, par exemple, de David Graeber, Pierre Clastres, etc., il y a une contestation même de cette souveraineté étatique qui incarne la monnaie dette d'une certaine façon et que ces anthropologies bah, plaident pour le retour à des formes de dette plus horizontales qui renvoient moins à cette souveraineté verticale. Alors c'est vrai, vous nommez David Graeber. C'est quand j'ai lu Dette 5000 ans d'histoire, c'est vrai que ça fait justement un choc un petit peu puisque c'est son analyse anthropologique qui revient complètement en fait hein, sur l'idée qu'on peut avoir de la dette aujourd'hui. Et justement, mais quelle est-elle? Quelle vision avons-nous aujourd'hui de la dette et sur quelle idéologie est-ce que ça repose? Bah, il me semble que on a eu beaucoup d'espoir placé dans la pandémie de Covid-19 sur le fait que ça a ouvert un moment de réflexion, ça a ouvert un moment en suspension en quelque sorte, en dehors du temps, hein, où on pouvait revoir toutes nos conventions, toutes nos perceptions, nos représentations de la dette publique. Ça a donné lieu à des réflexions très intéressantes, y compris des citoyens, hein, la démocratie grassroots, hein, qui part des racines sur la création monétaire, le fait qu'il y avait de l'argent magique qui coulait à flot, comment l'expliquer, alors qu'on nous a seriné que bah voilà l'argent c'était rare, que l'argent pour les services publics c'était rare, et bien là cet argent coulait à flot, l'économie s'arrêtait, donc c'était même plus l'argent de la croissance puisqu'il n'y avait plus de croissance, hein, il n'y avait plus de production, mais néanmoins on trouvait à financer des choses, etc., etc. Donc tout ça a pu être porteur d'espoir sur la façon de repenser cette dette et de se descotcher d'une vision
purement libérale une dette, cela se rembourse, c'est le produit d'une accumulation de richesses légitimes, la puissance publique, elle n'est simplement que débitrice vis-à-vis de la puissance publique privée, etc., etc. Bon, notre thèse, enfin ma thèse, et puis notamment, je dis notre parce qu'avec une économiste, Anne-Laure Delatte, on a étudié les mécanismes à l'œuvre pendant cette crise, et on montre que, au contraire, tout s'est passé pour fermer les écoutilles en quelque sorte. Si on prend un processus de psychologie, on peut appeler ça de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que on a une croyance et on va écarter tous les éléments dissonants qui viennent la contester pour rester figé, attelé à cette croyance. Et il y a notamment un mécanisme qui a servi cette dissonance cognitive pendant la pandémie, c'est ce qu'on a appelé le cantonnement. Et vous voyez, ce terme, c'était le dispositif promu par Bruno Le Maire au départ, par la Banque de France, etc. On y reviendra là sur le rôle de la Banque de France, l'institution qui gère la monnaie en France en lien avec la Banque Centrale Européenne. C'est l'idée qu'il fallait endiguer la dette, il fallait la contrôler, mais surtout pas révolutionner notre façon d'être en rapport avec elle. C'est-à-dire qu'on allait simplement défalquer une partie de ces dettes en disant, bah, il y a la partie qui est liée au Covid, et puis il y a la partie de la dette normale, classique, et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Et donc, en séparant un peu ces deux dettes, ces deux plans de perception de la dette, de représentation de la dette, il y avait l'idée que bah, la dette structurelle, eh bien, on la gérera avec les méthodes normales, avec les outils normaux. Donc tout ça était un outil très puissant de résilience de nos conceptions classiques de la dette. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, bah, on est dans cette stratégie de la continuité et on a la persistance d'une approche que je qualifierais de néolibérale et financiarisée de la dette publique, avec un État, on va y revenir sûrement, qui déploie ses forces pour rassurer les investisseurs privés, pour rassurer les forces de la finance, de la capacité à la garder soutenable, c'est-à-dire remboursable, d'un point de vue économique, c'est-à-dire en gardant des marges budgétaires dédiées au remboursement de cette dette, mais aussi d'un point de vue politique, de soutenabilité politique plus globale, c'est-à-dire d'envoyer le message à la population qu'il est impératif de la rembourser et qu'il est impératif de consentir à des sacrifices sur de nombreux services publics pour déployer ces forces nécessaires à la rembourser. Et donc, tout un tas de déploiement de forces répressives, je dirais, mais répressives pas que sur le plan de la police classique. On verra que c'est le cas, qu'il y a des conflits dans l'histoire qui ont opposé un État gendarme aux populations, un État gendarme de la dette qui visait à sanctuariser le remboursement de la dette. Mais là, ici, des forces répressives intellectuelles, en quelque sorte, c'est ce que je dis avec la dissonance cognitive, où on écarte les alternatives dissonantes qui voudraient renverser l'ordre des choses. On les désamorce, on les tue dans l'œuf, en quelque sorte. Oui, parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, puisque c'est vrai que c'est la vision qui est partagée par la plupart des gens, c'est qu'il est normal en fait de rembourser sa dette, qu'il est normal de consentir à des sacrifices pour finalement rembourser une dette financière, économique. Aujourd'hui, les règles du traité de Maastricht sont presque dans toutes les têtes, c'est évident, il faut la cantonner, on nous rabâche à longueur de temps toute la journée, attention, la dette c'est mal, la dette publique, il faut la rembourser, il ne faut pas qu'elle grossisse, etc. Et pourtant, ce qui est intéressant quand on lit vos livres, c'est qu'on se rend compte que dans l'histoire, en fait, cette vision est assez peu, est très récente, en fait. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus justement sur cette manière de penser, d'appréhender la dette et l'évolution que ça a pu avoir, même en France, hein, sur le dernier siècle? Absolument, non, c'est une très bonne question. Alors, je dirais elle est à la fois récente et ancienne, c'est-à-dire que c'est tout l'intérêt d'une approche moyen-long terme, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on revient progressivement à la vision du long 19e siècle libéral, de la construction de l'État qu'on disait parlementaire, c'est-à-dire que c'était un État strictement régalien. J'ai déjà mentionné l'idée d'État gendarme. C'était un État avant l'État-providence, en quelque sorte. C'était un État qui défendait avant tout la liberté d'entreprendre, l'initiative privée. C'est un peu l'état des contractualistes, des philosophes contractualistes dont j'ai parlé, c'est-à-dire avant un État interventionniste sur le plan économique. Je ne sais pas si vous avez en tête les physiocrates, voilà, Tout à c'était fait. un courant de pensée qui considérait qu'il fallait l'économie se réguler automatiquement, en quelque sorte. À la façon d'un corps humain, il fallait le moins intervenir pour que le corps de l'économie s'autorégule, et donc toutes les lois, les mesures restrictives étaient considérées comme nocives à cet épanouissement du corps autonome de l'économie. Et donc cette pensée-là, c'est la pensée du 19e, et ça allait avec une forme d'État politique qui défendait avant tout l'initiative privée, la propriété privée et les libertés privées, et refusait d'entraver l'économie
qu'on considérait comme régie par ses propres lois naturelles, comparables à la physique et à la biologie en quelque sorte. Et en somme, on pourrait dire qu'on revient à cette forme d'état-là progressivement, qui a été, et là vous avez raison, suspendu à un moment du temps, ou en tout cas mis entre parenthèses au milieu du XXe siècle, avec les deux grandes guerres mondiales, effectivement, qui ont entravé fortement cette pensée sur l'économie, où on considérait qu'au contraire, l'économie n'était pas régie par ses propres lois, mais nécessitait au contraire un encastrement politique, une direction politique. Et et donc voilà, l'intérêt d'une approche longue, c'est qu'on voit qu'il y a des oscillations, voilà, pour vous répondre, et il y a Ouais. des réversibilités en somme. Et donc on voit tout le rôle de la politique et des institutions qui peuvent nous faire basculer d'une configuration à l'autre, d'une manière de penser la dette à l'autre. Et là, vous avez tout à fait raison. Mais disons que sur le temps long, là, on revient à une conception assez classique, on la radicalise, on va encore plus loin parce qu'on c'est pas exactement la même, parce qu'on a des marchés financiers globalisés, etc., etc. Donc ça se rejoue sur une nouvelle forme. Mais sur le plan de la dette, cette idée que l'État doit consentir toutes ses forces pour garantir, pour sanctuariser le crédit, hein, c'est-à-dire ce qu'on a emprunté à une puissance privée particulière, ça a des fortes consonances avec une vision très classique du 19e siècle libéral, où il y avait très peu d'État-providence. Et donc, bon, voilà, du coup, j'enchaîne sur Bien sûr, ouais, ouais. ce qui a été modifié avec ces grands chocs et ces grands chocs macro que sont les guerres. Et là, à nouveau, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est pas le choc en lui-même qui a apporté le changement. C'est-à-dire que on voit bien le choc sanitaire, c'était un choc massif. Ça a rendu tout le monde voilà, j'ai parlé d'un moment en suspension, d'interrogation collective. Le choc en lui-même ne porte rien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'interprétation de ce choc et de cet événement. Et ce qui a changé avec les deux premières guerres mondiales, c'est qu'effectivement a été progressivement disqualifiée cette pensée libérale sur l'économie et qui considérait qu'au contraire, la monnaie, le crédit n'étaient pas des domaines qui devaient être laissés à l'initiative privée, mais devaient faire l'objet d'une régulation publique, devaient faire l'objet d'une régulation politique macro. Et ça s'est traduit par une nouvelle pensée de l'État, une nouvelle pensée de la technocratie, de l'appareil monétaire et financier, avec l'idée que bah, le crédit, la finance, le fait de les laisser librement organiser pouvait même être à la racine d'une défaite, hein, d'une défaite militaire. On parlait d'un malthusianisme, c'est-à-dire d'une économie de la rareté, etc., qui avait pu être responsable bah, d'une faiblesse militaire, d'une faiblesse économique face à d'autres puissances, et que la reconstruction, hein, voilà, est-ce que après la pandémie, on n'a pas parlé de reconstruction de l'économie complète, c'est-à-dire Mmh. que on a eu l'impression d'une parenthèse qui s'est refermée et puis on revenait à la normale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'idée qu'il faut reconstruire différemment et donc avec tout un tas de choses, hein, des contrôles des capitaux, un contrôle de l'économie nationale, la planification du crédit aussi, avec une forte. Alors, certains ont même pour critiquer parlé d'un dirigisme. Hein, il y avait un véritable dirigisme d'État vis-à-vis du crédit et de la monnaie. Et puis tout ça, encore une fois, le choc macro de la guerre ne porte rien en lui-même. Ça allait avec un rapport de force politique et sociale nouveau, le patronat disqualifié, le Parti communiste qui était le parti le plus puissant de France, des syndicats très puissants qui avaient participé à la résistance, etc., etc. Le Parti communiste aussi. Donc une forte légitimité qui a préparé un réencastrement du crédit et de la monnaie dans les puissances étatiques, dans les puissances politiques publiques. Et ça, c'est massif, si vous voulez, parce que lorsque vous avez un grand changement configurationnel de cet ordre-là, eh bien la dette, elle avance, mais je dirais limite secondairement, c'est-à-dire que elle devient mineure. On ne parle plus de dette, mais on parle de monnaie à l'époque. On parle de création monétaire, de comment contrôler la monnaie, comment l'orienter. Et la dette, c'est un facteur secondaire. Et d'ailleurs, les accords qui vont être concédés à l'Allemagne, etc., s'inscrivent dans cette grande configuration macro générale. C'est-à-dire les annulations de dettes qui vont être consenties, elles allaient presque de soi en quelque sorte, parce qu'il y avait cette vision où la finance, le marché ne pouvait plus gouverner, et que oui, de fait, c'était des ajustements marginaux renvoyés à cette grande configuration. Alors, je vous interromps juste une Oui, seconde par oui, rapport à justement parler des annulations de dettes, puisque c'est quelque chose dont on a pu parler aussi avec la crise en Grèce assez récemment. Avec est-ce qu'on va annuler la dette de la Grèce, des choses qu'on a pu évoquer dans les années 70-80 avec les différentes crises de dettes qui ont pu avoir en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, etc.
Et quand on revient sur le temps long, et même sur 2000 ans, 3000 ans d'histoire, on se rend compte qu'en fait, ces annulations de dettes dans des grands empires étaient quelque chose d'assez fréquent, en fait, et d'assez récurrent. C'est qu'il y avait toujours, à un moment donné, une annulation complète de la dette. Pourtant, aujourd'hui, ça nous semble complètement surréaliste de se dire on va annuler la dette, on se dit ben non, ils nous doivent de l'argent, il faut payer des intérêts, etc. Euh, Est-ce que sur cette base est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette idée de pourquoi est-ce que en fait c'est fondamentalement pas euh, complètement fou en fait de se dire qu'on peut annuler les dettes et peut-être nous expliquer le mécanisme entre la monnaie et la dette pour justement l'expliciter. Oui, en fait, oui, tout à fait. Par exemple, Graeber prend l'exemple de Mésopotamie avec l'idée que régulièrement, hein, l'autorité politique libère les dettes entre les agents privés, libère des dettes. Mais alors, ce qui était très intéressant, c'est que ça, et ça revient un peu au propos que j'ai amorcé en introduction, ce cycle de dettes hein, auquel on mettait un terme, à ce cycle de dettes succédait un autre souverain en quelque sorte, et qui était non plus les dettes entre agents privés, mais elle était transformée en une dette au souverain, en une dette infinie, sans terme, etc. Donc vous voyez, ça renforçait l'autorité politique souveraine. Donc ça, c'est un élément très important, je pense, et y compris pour penser les annulations de dettes aujourd'hui ou les restructurations de dettes. C'est-à-dire que le terme le plus banal aujourd'hui, enfin le plus routinier, excusez-moi, utilisé pour expliquer ces mécanismes, c'est ceux de restructuration. C'est Mhm. quelque chose d'assez classique, les restructurations de dettes. On en a encore, je veux dire, on en a. C'est plus devenu le phénomène majeur, mais c'est un phénomène très très classique. Et toute restructuration de dette, elle s'accompagne de contreparties. Alors là, moi, j'ai donné une contrepartie très philosophique qui est le renfort de la souveraineté étatique qui annule des dettes entre privés et les convertit en une dette vis-à-vis de lui, enfin de cette autorité politique souveraine. Mais de manière plus simple, on a des annulations de dettes au cours de l'histoire qui sont des annulations partielles en contrepartie d'ajustement. C'est-à-dire Mhm. qu'à chaque fois, on réduit une partie, on aménage une partie de la dette en contrepartie de sacrifices structuraux. L'exemple majeur, c'est le Fonds monétaire international qui vient en appui des États en crise et qui propose eh bien, de payer à la place des États une partie de la dette aux créanciers privés. Hein, donc, on aménage, on réduit, on allège le poids, mais en contrepartie, on impose des plans d'ajustement structuraux et on renforce une autorité. Bah là, ici, celle du Fonds monétaire international, donc une autorité internationale. Ou plus globalement le système financier international. Des annulations unilatérales sans contrepartie aucune sont beaucoup plus rares. Hein. Mhm. Et généralement, dans un contexte macro-financier avec une forte puissance des marchés de capitaux, elle se traduisait par, enfin, il y a tout un débat d'ailleurs dans la littérature, par des sanctions indirectes, hein, c'est-à-dire une exclusion des marchés financiers, un Mhm. accès au refinancement limité, à moins que l'État fasse preuve d'être un bon élève, etc., etc. Donc c'est par exemple le cas de l'Argentine, avec là des oscillations assez intéressantes sur un très très court terme, sur une période de 20 ans. On voit des renversements assez intéressants dans la manière dont la technocratie pense son rapport aux marchés financiers internationaux. Et puis, ça a été donc d'abord Nestor Kirchner qui a tenté de jouer la carte du bon élève, hein, c'est-à-dire en allégeant le poids de la dette en 2005, enfin voilà, à partir des années 2000 jusqu'en 2005, en allégeant à la marge le poids de la dette, mais en cherchant à jouer le bon élève vis-à-vis de la finance internationale. Et puis Christina Kirchner, sa femme, voilà, qui s'est radicalisée dans un combat contre les fonds vautours, en tentant de mobiliser la communauté internationale à l'ONU, de sensibiliser la population, et en se recentrant sur un financement domestique de l'économie, en ne cherchant plus trop à accéder à la finance internationale, par des canaux très, enfin, il y avait toujours des canaux, mais très indirects. Et puis, ensuite, le gouvernement Macri qui lui a dit, ben non, mais nous, on règle ce problème de la dette, c'est-à-dire qu'on Mhm. la rembourse et on revient sur les marchés financiers. Donc, vous voyez, tout est dans le rapport que la technostructure et puis indirectement la population à travers cette technostructure pense son rapport à l'obligation financière. Voilà. Parce que dans Mhm. l'étymologie, on est passé un peu vite, mais c'est de ma faute. Mais dette, c'est le terme technique, c'est bond en anglais, hein, c'est le BOND, c'est le lien, l'obligation, c'est le fait d'être obligé, et c'est aussi le lien. Donc c'est à la fois euh, la solution de sociologue pour le penser, ce macro, c'est comment une partie de l'État pense le lien de la société dans son ensemble à certaines obligations suprêmes, sanctuarisées, etc. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus
en pensant, bah oui, il suffit d'annuler, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sera une fraction de l'opinion qui pense ça, mais on a tout un appareil d'État patiemment construit qui impose une certaine vision de l'intérêt général et va considérer que bah non, les annulations, les restructurations, ça va nous décrédibiliser auprès de la communauté financière internationale et donc c'est pas une carte jouable, etc. Donc voilà, tout ça est fortement incrusté. Alors moi, je dis pas que telles choses sont possibles ou impossibles, mais néanmoins, il faut penser Mhm. ces médiations qui encadrent en quelque sorte notre rapport aux dettes souveraines. Et alors, il y a un exemple qui est génial justement pour illustrer le fait que c'est la technostructure qui imprime quelque part une vision ou une idéologie particulière de la dette que vous prenez donc, après la Seconde Guerre mondiale, puisque la manière de penser la dette a complètement évolué. Pour bien le comprendre, ce fonctionnement, il faut aussi rapprocher en fait les liens entre dette et monnaie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement? Oui, absolument. Donc, ce que j'ai déjà un peu dit rapidement tout à l'heure, c'est que le couple monnaie-dette est effectivement inséparable et qu'à certaines périodes, l'un prend le dessus sur l'autre. Et typiquement, après la Seconde Guerre mondiale, toutes les questions, toutes les angoisses de la technostructure étaient sur quelle part de monnaie créons-nous, puissance publique? Est-ce que cette part de création monétaire est trop importante? Et est-ce qu'il faut se remettre en question dans notre part de création monétaire ou non? Et donc, c'est vraiment amusant d'aller voir les archives, hein. J'en retranscris en partie, puis j'en découvre encore incessamment, mais certains avouaient même ne rien comprendre à la création monétaire, ne pas être sûr des mécanismes qui font la création monétaire. Donc, la création monétaire de la puissance publique, elle peut être considérée comme assez simple dans un schéma keynésien, dans l'architecture macroéconomique de circulation du crédit, c'est on injecte des moyens de paiement. En fait, Mhm. on donne on fait des dépenses publiques, il y a des subventions aux entreprises, il y a aussi des indemnités, des salaires de fonctionnaires, etc. Donc tout ça, c'est tout un tas de mécanismes permettant de créer de la monnaie. Et puis, vous avez aussi tout un tas de mécanismes moins connus qui étaient la façon dont l'État allait capter les crédits en circulation dans l'économie via ce que j'ai appelé le circuit, enfin c'est pas ce que j'ai appelé, oulala, non, via ce qui s'appelait les circuits du Trésor, mais disons qu'était il y a 10 ans pas forcément aussi médiatisé et donc voilà, j'en réalise une sorte de synthèse en suivant les acteurs de l'époque qui visait à capter les liquidités qui circulaient pour les ramener directement dans la puissance publique. Aujourd'hui, on a toujours des mécanismes de captation de ces liquidités, sauf qu'elles ne sont plus directement prises en charge par les institutions publiques, mais par les marchés de capitaux. Il y a des intermédiaires pour capter ces crédits et puis qui se placent comme des points de passage obligés de l'économie, par exemple entre vous, votre détenteur de votre salaire, et puis des institutions qui sont en charge de la gestion de votre épargne, hein, des banques, mais des sociétés d'assurance, etc., qui vont placer cette épargne. Et en somme, à l'après-guerre, l'État mettait en place des mécanismes directs de captation. Il avait Mhm. ce circuit, tout un tas d'institutions satellites qui allaient capter ces liquidités et les faire revenir dans les caisses de l'État. Et donc, vous voyez, tout ça, c'était des instances de captation. Alors, De Gaulle parlait de facilité du trésor parce que c'était effectivement une architecture qui permet de pomper les liquidités sans intermédiation, sans coût d'intermédiation privée et directement via ce système. Et tout ça faisait dire à certains hauts fonctionnaires bah, que ces facilités, elles créaient trop de monnaie en quelque sorte. Elles créaient trop de monnaie dans l'économie et là vous allez voir le basculement avec la dette, et qu'il serait plus sain de se financer sur de l'épargne préalable, c'est-à-dire Mhm. des richesses préalablement constituées par le privé. Et là, il y a tout un tas de débats pour dire, mais c'est une absurdité, ces richesses préalablement créées par le privé, elles n'existent pas. Elles sont toujours le fruit d'une coproduction entre le public et le privé, hein. Par exemple, les entreprises privées sont aidées par des subventions, etc. Mhm. Enfin, pour donner un exemple très très simple, il n'y a jamais d'argent privé pur. C'est-à-dire, il est toujours le fruit d'une configuration institutionnelle publique et privée. Mais néanmoins, c'est cette idéologie qui va reprendre le pas de dire il faut se financer par la dette. Au contraire, l'État ne doit plus capter lui-même ses richesses privées arbitrairement et de façon discrétionnaire, mais il doit aller chercher
de la dette. Il doit aller chercher de Mhm. la richesse privée préalablement constituée. Et c'est cette idéologie-là qui s'est épargnée et qui s'est imposée. Et vous voyez, en fait, il y a l'idée qu'il faut financer par la dette. La dette, c'est bien, la dette, c'est sain, parce que c'est Mhm. de la richesse préconstituée, de la richesse privée préconstituée. Alors que les mécanismes de création monétaire publique sont forcément excessifs, discrétionnaires, biaisent l'économie. Il y avait l'idée, Jacques Rueff, hein, voilà, qui est quelqu'un qui est vraiment un peu le traceur de toute cette pensée, parlait d'une fausse monnaie. Hein. C'était pas de la bonne monnaie parce que c'était de la monnaie créée par le public artificiellement, et que la vraie bonne monnaie, c'est celle qui est accumulée par le privé en première instance, Mhm. de façon pure, et ouais, totalement théorique d'ailleurs, uniquement par le privé. Donc, dans ce couple monnaie-dette, vous voyez, il y a le passage de la création monétaire publique à l'idée que cette création monétaire publique pour une certaine partie de la technocratie, elle est malsaine et qu'il faut se financer par la dette parce que c'est le recours à de l'épargne déjà constituée. Et donc, il va y avoir toute une pensée des limites de la création monétaire publique, de dire, bah voilà, il faut couper court aux facilités et il faut obliger l'État à vivre comme un emprunteur, comme un agent privé comme un autre, qui est plus à la tête d'un circuit macroscopique, mais qui est une entité comme une autre, qui est en compétition avec d'autres entités souveraines et qui va aller solliciter les capitaux privés préconstitués. Et donc pour ça, bah, je raconte dans le livre, on met fin, par exemple, aux souscriptions automatiques de bons du Trésor, ce qu'on appelait les planchers. En gros, c'est une réglementation qui forçait des établissements privés à souscrire à de la dette publique avec des taux administrés, etc. Et on va réinstituer une philosophie libérale de, bah non, en fait, c'est des séances, c'est pas un robinet ouvert en permanence. De temps en temps, l'État, eh bien, il va solliciter le crédit. Il va solliciter le crédit privé à échéance régulière. Il l'annonce, il en parle dans la presse, il sollicite des gens dans des ventes aux enchères, et puis bah, au cours de ces ventes aux enchères, il obtient un certain nombre de liquidités et pas autant qu'il le voudrait forcément, et à un taux décidé par ce dispositif de confrontation de l'offre et de la demande. Donc voilà ce qui se remet en place, et voilà Mhm. comment on passe à une économie de la dette en quelque sorte, une économie souveraine de la dette qui succède à une économie souveraine de la monnaie. Voilà. Et c'est vrai que quand on vous écoute, quand on est en 2022, et qu'on n'a pas forcément étudié l'économie, l'histoire, on peut se dire, enfin, c'est quand même complètement dingue, puisque aujourd'hui, bah, la Banque de France ne crée pas de monnaie. Enfin, je veux dire, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui finalement a cette capacité de création monétaire. Aujourd'hui, la création monétaire aussi, elle passe uniquement par les banques privées, en fait, qui, Mhm. en accordant des crédits, créent en fait tout simplement de la monnaie et par un simple jeu d'écriture, alors qu'avant en fait tout ça était l'apanage de l'appareil public. Enfin, en tout cas pendant Oui, oui, une courte oui, période. oui, et puis oui, tout à fait. Et puis voilà, c'est juste, je vous laisse la parole, mais ça renvoie au fait que le paysage, dans ce que j'ai décrit, bancaire et financier, était largement public. C'est-à-dire que les institutions de crédit étaient sous contrôle du public, voire 100% public. Voilà, c'est Ouais, mais juste une parenthèse. Vous voyez, c'est un paysage renversé, ouais. et justement, en fait, qu'est-ce qui. Donc, on a évoqué le fait qu'on disait, bah oui, l'État, finalement, ne doit pas avoir ce rôle. L'État est un mauvais gestionnaire. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser de l'épargne privée, en fait, à capter, pour ensuite, finalement, faire de la création monétaire. Mais qu'est-ce qui donne, en fait, pourquoi en fait on voit un retour à cette idéologie. Ça peut paraître complètement dingue en fait de se dire l'État, les technocrates décident finalement en fait de perdre le contrôle sur cette capacité, mais de eux-mêmes. C'est ça qui paraît complètement fou. C'est-à-dire que dans le livre, là, il y a des personnages qui sont assez géniaux, comme François Bloch-Lenné, qui est celui en Mhm. fait qui a participé à créer le circuit du trésor. Et finalement, on voit qu'il y a des luttes un peu intestines dans cet appareil d'État qui font finalement revenir comme idéologie principale, hégémonique, ce courant libéral qui était donc déjà là auparavant, avant les guerres, mais qui signifie en fait de perdre le contrôle. Oui, alors là, c'est très intéressant parce que c'est souvent une question qu'on me posait. Et c'est peut-être un effet d'écriture aussi, pour être tout à fait honnête, qui est compliqué à gérer parce qu'il y aurait l'idée un peu de
la technocratie scie la branche sur laquelle elle repose, se suicide, ça a l'air d'un suicide collectif, etc., etc. Donc ça pourrait être un premier niveau d'interprétation, mais donc qui n'est pas forcément le plus juste. Le second serait de dire, bah, ils l'ont fait pour des intérêts de classe, c'est-à-dire que c'est une version de la fonction publique, une vision de la fonction publique qui s'impose contre une autre, qui défend des intérêts de classe contre une autre, c'est-à-dire, en gros, la fonction publique de Bloch-Léné, elle est le compromis de ce que j'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire un parti communiste fort, etc., après-guerre, un patronat disqualifié, etc. Donc, elle ne fait qu'imprimer, pour reprendre votre expression, un changement macro-social, etc. Et puis, bah, où se situe la vérité là-dedans? Elle est un peu, elle puise un peu dans chaque, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que à la fois, on a bien l'idée d'une fonction publique qui doute d'elle-même progressivement, hein. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et même quand on continue dans la chronologie, il y a des étudiants qui travaillent là-dessus, c'est assez fascinant, c'est-à-dire toute la gauche de la fin des années 70-80 aussi, est une gauche qui doute du service public, qui doute de la fonction publique, notamment la deuxième gauche, qui va considérer que qui suis-je, moi, fonctionnaire, pour décider de ce qui est bon pour l'économie, hein, en quoi je pourrais décider de ce qui est bon pour l'industrie, etc. Les forces privées sont plus légitimes que moi, etc. Donc on a ça, hein, c'est-à-dire que Mmh. c'est pas simplement allez, je suis suicidaire, je coupe tout. Il y a une vraie conviction d'une partie de la gauche qui va devenir dominante, de considérer qu'il n'y a pas de légitimité en soi du secteur public, voire au contraire, il y a plutôt une légitimité en soi du secteur privé et que bah il faut tout mettre en œuvre pour la faciliter cette initiative privée. Il y a un rôle de l'État à jouer, c'est-à-dire que c'est pas Mmh. un retrait de l'État, mais ce rôle de l'État, il est en appui, en fonction support Mmh. de ces forces du privé et plus en une espèce d'entité discrétionnaire Léviathan qui décide de tout. Et par ailleurs, en, en formulant cette pensée, il caricature un peu la période d'avant. On n'a jamais eu de grande force Léviathan à 100% incontestée et totalement dominante. Mmh. Bon voilà, donc il y a le produit de ça, et puis il y a aussi effectivement, vous l'avez un peu dit avec Jacques Rueff, etc., mais le retour en puissance d'une pensée du ruissellement, hein, si vous voulez faire Ouais. le parallèle avec aujourd'hui, c'est de dire que eh ben, une économie saine, c'est une économie où il y a des fortes richesses privées accumulées et qui vont éventuellement ruisseler pardon, sur le reste de la population, mais que cette richesse, elle est d'abord accumulée par le privé. Elle n'est pas co-construite, elle n'est pas coproduite par les institutions publiques, elle est légitimement accumulée par le privé et peut-être qu'elle rejaillira sur le reste de la société. Et c'est ça la monnaie saine, c'est ça l'économie saine. Vous voyez, c'est Mmh. une vision de la bonne économie qui s'impose. Et puis dans les années 70, il y a aussi une inflation à deux chiffres Mmh. et l'idée que bah, le politique, il a besoin de montrer qu'il peut agir. Et donc, bah, les mécanismes les plus faciles sur lesquels agir en période d'inflation à l'époque, c'est dire, bah voilà, on a des mécanismes évidents de création monétaire publique, on va progressivement mettre des verrous dessus. On va mettre des verrous sur le robinet de la souscription automatique, on va faire un peu moins de dirigisme, on va laisser un peu plus de marge d'initiative au privé, on va effacer quand même un peu le rôle du public Mmh. directement des questions de création monétaire, avec Et l'idée qu'on évalue la surchauffe ou non de l'économie, est-ce qu'on est en plein emploi, sous-emploi, etc., etc. Donc tout ça se fait quand même assez progressivement euh, dans les années 70, et avec l'idée qu'il faut redonner la main au marché sur les mécanismes de création monétaire, que c'est plus sain. d'accord, et j'imagine, alors c'est une hypothèse, hein, mais enfin, il y en a plusieurs par rapport à ça. Est-ce que c'est des intérêts de classe? Alors c'est vrai Oui, qu'on dit, Keynes parlait j'en toujours ai pas. Ouais, ouais, d'euthanasie des rentiers par ouais. rapport à l'inflation. Bien évidemment, quand les gens au pouvoir, entre guillemets, font partie des plus aisés et que ces technocrates se voient aussi liquider une partie de leur patrimoine et de leur fortune Ouais, ouais. à cause de l'inflation à deux chiffres, on est tenté de penser qu'il y a aussi des intérêts purement individualiste là qui se joue. Et j'imagine aussi que toute l'influence aussi du modèle américain a dû jouer aussi au cours de cette période avec une volonté en fait de s'inspirer de la nouvelle puissance hégémonique dont le rapport à la propriété privée est assez singulier pour le coup.
Ouais, ouais, où il y a des formes d'État-providence qui paraissent complètement délirants quand on voyage. C'est assez marrant. La sécurité sociale, le fait on a mis du temps à penser enfin d'ailleurs on a mis du temps, qu'on a refusé de penser la tarification des services publics, etc. Ça paraît complètement, c'est-à-dire le fait de mettre un prix sur un soin, etc. Tout ça paraît complètement diamétralement opposé et complètement fou à des gens des États-Unis enfin même des chercheurs lorsqu'on évoque ça. Donc oui, vous avez raison. Il y a l'idée de basculer de modèle progressivement. Et puis, bah, sur l'intérêt de classe, à nouveau, vous avez entièrement raison. Ça se fait très lentement. Il y a un exemple que j'aime bien et puis qui est complètement d'actualité aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on indexe sur l'inflation. Mhm. Qu'est-ce qu'on arrime à l'inflation comme valeur, comme objet, comme produit Mhm. dans une économie nationale. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que progressivement, il faut savoir qu'en 1952, sous Antoine Pinet, qui est un homme de droite, etc., on va indexer les salaires sur l'inflation. Donc on a eu quand même une période de souffrance, il ne faut pas l'oublier, entre l'après-seconde guerre mondiale et 52, on a une inflation énorme et les salaires ne sont pas indexés. À partir du moment où les salaires vont suivre l'inflation, ça devient moins douloureux pour les salariés, plus douloureux pour le rentier. Mais on a une intervalle entre les deux où il y a aussi le salarié et les gens démunis de capitaux qui souffrent aussi fortement. Ce mécanisme d'indexation, il est démantelé par qui? Par la gauche. Je la retrouve, la gauche socialiste, dans les années 80. On va désindexer les salaires de l'inflation en considérant qu'ils alimentent trop la boucle prix salaire-prix, puisque euh, les salaires alimentent l'inflation et à la fin des années, encore un socialiste, ça va faire un peu acharnement, mais c'est Dominique Strauss-Kahn à la fin des années 90 qui va décider, enfin il décide sur en ouvrant les dossiers de la direction du Trésor, etc., en suivant les dossiers balisés par la direction du Trésor, indexe des obligations financières, des titres de dette d'État sur l'inflation. Donc va protéger une partie de la population créancière qui choisit Mhm. de souscrire à ces produits contre les fluctuations de l'inflation et donc en arrimant ces valeurs à l'inflation. Donc ça c'est un moment très intéressant, c'est un moment de classe, c'est un Ouais, moment de classe sociale très intéressant mais qui se joue, vous voyez, sur des dizaines d'années, quoi. C'est-à-dire que ouais. c'est ça qui est dur à décrypter. C'est pas, on passe de l'un à l'autre, on désindexe les salaires, boum, on indexe les obligations. Sur 10, 15 ans, dans des changements de représentation, Mhm. bah, on se retrouve avec une partie de la population qui souscrit à des produits protégés contre l'inflation, quand il paraît totalement impensable aujourd'hui, enfin de moins en moins impensable, j'espère, et ça va être l'objet des luttes à venir, euh, d'indexer les salaires sur l'inflation, même si c'est le cas Ouais. en Belgique, etc. Voilà, il y a des excellents articles de Romaric Godin là-dessus. Mais en tout cas, vous voyez, il y a bien des choix de classe ici qui apparaissent assez évidents. Qui est protégé de l'inflation ou pas? Et, Hein, quelle partie de la valeur? Parce que la valeur travail ou la valeur accumulation de capital, etc. alors c'est extrêmement intéressant, mais alors j'aimerais faire un petit saut dans le temps pour passer à une époque plus proche de la nôtre. On a bien compris en fait qu'en gros il y a une nouvelle idéologie qui s'est imposée. On peut essayer de l'expliquer par de multiples facteurs, mais en gros voilà, l'idéologie néolibérale s'impose à nouveau sur le mécanisme de la dette. On demande à l'État d'emprunter auprès de privés pour finalement avoir cette capacité de création monétaire, de créer des subventions, d'investissement, etc. Mais il y a un passage extrêmement intéressant dans le livre, lors de la dette, où vous dites il y a effectivement cette évolution idéologique, mais il y a un événement qui sanctifie en fait l'orthodoxie monétaire. Et ce moment, en fait, c'est le passage à l'euro et les critères de Maastricht. Où en fait, alors que l'idéologie aurait pu finalement évoluer à nouveau, je veux dire, on aurait pu être dans un cycle où finalement c'est le rapport à la dette et à la création monétaire, mais qui n'est pas fondamentalement sanctifié dans la réglementation, dans la régulation, là, ça change avec ce critère de Maastricht. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, je dirais que moi, la construction européenne, effectivement, je dis c'est un moment de naturalisation. C'est-à-dire que c'est pas un moment d'introduction de choses nouvelles, mais c'est un moment de durcissement des choses dans les traités, dans le droit. C'est-à-dire que des choses qui étaient là, qui étaient à l'œuvre implicitement, le deviennent explicitement et juridiquement, inscrites dans des traités, dans le dur. Et puis, il va y avoir un moment de colonisation de l'espace public. Alors ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça se passe à travers la mesure de l'État.
la façon dont on va mesurer les dépenses publiques et les mettre en chiffres avec tout l'appareil de surveillance statistique européen. Et là, ce qu'il faut suivre, c'est Eurostat, hein, l'Institut statistique européen qui gouverne les instituts statistiques nationaux, qui va être chargé de surveiller le dépassement ou non comptable, statistique, des déficits et de la dette publique de l'État. Mhm. Et donc, tout le débat, même si ça se traduit par des sanctions lorsqu'on dépasse, tout le débat va se construire autour de ces valeurs, les 3 et les 60%. Alors ça, je suis toujours fasciné parce que on y revient un peu toujours dans le débat public, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'ils sont foulés aux pieds, mais on va reparler des 3%. Les 60, c'est difficile. Alors moi, mon hypothèse, c'était que on assiste à une mise à jour de tout cela avec la réforme des critères de Maastricht qui est à l'agenda en ce moment, où on passerait à un aménagement de la contrainte des 60 à autour de 100%. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tous les hauts fonctionnaires et les représentants politiques, les forces qui ont participé à la construction de ces valeurs européennes, de ces chiffres européens, avaient en tête la moyenne empirique des États à l'époque. C'est-à-dire Mhm. que c'était autour de 40%, 60% c'était un horizon pas trop lointain mais pas trop proche. C'était tout à fait faisable. Et puis, les valeurs faisaient couple, hein, les 3 et 60% faisaient couple. Ça reposait sur une hypothèse de croissance donnée de 5%, ce qui me paraît quand même assez important, et de dire que un déficit de 3 avec une croissance à 5, ça fait du 60%. Voilà. Et donc, du coup, certains critiques disaient, mais ça, c'est de la numérologie, Mhm. c'est une politique de cartomancier, pourquoi pas 6 et 120? Ouais, pourquoi pas Mhm. 6% et 120% à ce moment-là? Je veux dire, c'est des valeurs Ouais. arbitraires. Bon, en tout cas, c'est un moment important, c'est un moment institutionnel, vous avez raison, parce que ça occupe le paysage. Et puis, j'avais interrogé un haut fonctionnaire de la statistique européenne qui dit, même ma grand-mère, elle connaît les chiffres de 3 et 60. C'est-à-dire que Mhm. euh, ça fait parler les journalistes, ça alimente les colonnes de la presse, ça focalise l'attention, et donc ça cristallise le débat politique. Ouais. Et alors, le débat politique gauche-droite de l'époque, il est vraiment fascinant. C'est-à-dire que c'est ah, mais vous n'êtes pas responsable, vous allez dépasser les 60, vous allez dépasser les 3%, mais non, c'est pas vrai, on contourne de telle manière le chiffre. Donc il y a tout un jeu. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne le respecte pas strictement, on joue à la marge de ces critères, mais néanmoins, ça instaure un moment de naturalisation de la pensée de l'État. Et puis, pour le dire plus largement, pour revenir à des trucs plus macro, c'est aussi l'idée que l'État est tenu par des mesures extérieures, Mhm. qui sont ces chiffres européens, mais aussi tenu par une autre mesure qui est celle des agences de notation privées qui mesurent la solvabilité de l'État, mesurent cette solvabilité à moyen et à très long terme, hein, parfois en faisant des projections à 10, 15, 20 ans, même si pour beaucoup ça ne signifie absolument rien, parce que vous voyez bien, en 10, 15, 20 ans, il peut y avoir des pandémies, des chocs massifs Bien sûr. et des renversements de valeur absolue. Mais néanmoins, il y a bien cette idée d'un État mesuré de l'extérieur, à la fois par des institutions européennes de la statistique. L'État n'est plus celui qui mesure et planifie, mais c'est une entité mesurée par des forces Mhm. extérieures, et y compris par des forces privées, qui sont ces agences de notation. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez abordé, notamment ce que moi je dénommerais la culture du chiffre un peu qu'on a, justement quand vous parlez de ces 3%, ces 60%. J'avais lu l'enquête dessinée de Benoît Colomba, et j'ai oublié le second auteur, qui s'appelle Le choix du chômage, où pareil, en fait, Mhm. c'est ce qui est en gros l'enquête sur comment le néolibéralisme s'est imposé en France à partir des années 60, en allant interviewer d'anciens hauts fonctionnaires, représentants politiques, etc. Et il y a l'interview d'une de ces deux personnes qui a trouvé ce chiffre des 3% en une nuit sur demande en fait de François Mitterrand au tournant de la Oui, c'est Guy rigueur. Abeille. Ouais, j'étais fasciné puisque enfin, le type explique quand même que c'est vraiment au doigt mouillé, juste parce qu'il y avait une confrontation dans l'Assemblée nationale le lendemain qu'il fallait pouvoir expliquer en fait Mhm. l'importance du déficit français, et que c'est comme ça qu'on a sorti un chiffre, alors qu'aujourd'hui, on est évidemment convaincu que c'est un calcul tout à fait précis, que ça vient de lois absolument naturelles. Alors ça m'avait particulièrement marqué, et vous allez encore plus loin, je trouve, dans le livre, en parlant en fait de dette brute et de dette nette, pour vraiment illustrer à quel point en fait les chiffres racontent
juste ce qu'on a envie de dire politiquement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer ce que c'est que cette dette nette, cette dette brute, et en quoi en fait on peut jouer en permanence avec ces chiffres? Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a peut-être deux exemples. La première illustration, c'est que d'abord, dette brute, dette nette, la distinction, elle a été saisie par l'opposition à l'offensive libérale sur la dette. Ça, c'est très intéressant. Euh, Par exemple, quelqu'un comme Jean-Paul Fitoussi, un grand économiste de l'OFCE qui est décidé il y a peu, il portait le concept de dette nette en disant mais vous êtes d'une hypocrisie et d'une mauvaise foi sans nom, vous les libéraux, parce que vous voulez faire peur sur la dette. Et pour faire peur sur la dette, vous faites feu de tout bois, vous utilisez tout ce que vous pouvez, et notamment les chiffres, hein, notamment cette politique du chiffre, en additionnant les choux et les carottes, bref, en grossissant artificiellement le chiffre de la dette. Et à l'époque, il y a une vraie offensive sur la dette. C'est vraiment marrant parce que on a changé, je pense, d'époque. Il y avait cette idée pour les libéraux qu'il fallait sensibiliser sur la dette. Il y avait un travail à entreprendre, et donc pour ça, on allait utiliser le chiffre pour sensibiliser la grand-mère, le grand-père, n'importe qui sur la dette publique, pour faire peur. On crée une dramaturgie du chiffre, et c'est notamment aussi l'époque de la dette implicite. On parlait de dette implicite, c'est-à-dire la dette des retraites à venir, c'est-à-dire que c'était Hmm. pas seulement la dette d'aujourd'hui, mais que l'État il était engagé notamment vis-à-vis de ses fonctionnaires et qu'il fallait inclure cette dette des fonctionnaires dans le ratio de dette, et donc ça doublait le chiffre de la dette, etc., etc. Et donc on lançait comme ça des ballons d'essai dans l'opinion pour sensibiliser, etc., etc. Et donc tout ça, bah, c'est une accumulation juste de dettes de l'État, c'est-à-dire d'obligations de l'État. Et puis, bah, dans cette ambiance un peu de dramaturgie sur la dette, eh ben, il y a eu un contre-feu ouvert par des keynésiens à l'époque pour dire mais c'est complètement absurde, c'est une vision tronquée de la comptabilité, puisqu'il y a toujours dans une comptabilité un passif, mais aussi un actif en face. Et donc, lorsque vous calculez cette dette, vous ne le faites que sur la base de la dette brute, c'est-à-dire de l'accumulation des passifs. Mais ça Mhm. n'a aucun sens puisqu'en face, il faut prendre en compte le patrimoine de l'État, la richesse de l'État, et il faut la retrancher éventuellement de ce passif. Et donc, il faut avoir une vision balancée des choses, une vraie vision comptable. Vous qui vous faites la promotion de la comptabilité d'entreprise, eh bien au moins soyez de bonne foi et allez jusqu'au bout. Dans une entreprise, on sait qu'il y a des actifs et donc la dette brute comme ça ne signifie rien. Ce qui compte, c'est la dette nette, c'est-à-dire l'équilibre général des comptes en prenant en compte richesse et endettement. Et donc effectivement, à l'époque, hein, d'ailleurs, mais ça a un peu changé, c'est triste d'ailleurs, mais la dette nette, elle était favorable parce que les richesses publiques étaient Hmm. importantes, le patrimoine de l'État était important. Depuis, il y a eu toute une politique de cession du patrimoine public, de mise en vente, Ouais. etc. Donc la dette nette, elle est un peu moins rassurante qu'aujourd'hui. Mais donc là, c'était un appareil de contrepoids. Et puis juste pour répondre à votre question, pourquoi les chiffres, on les fait parler pour envoyer un message politique, il y a un épisode très intéressant qui est celui de la crise financière de 2008. J'ai déjà parlé des chocs systémiques qui ne veulent rien dire en soi, puisque à l'époque, même Sarkozy disait que voilà, c'était la fin du capitalisme à tout craint, etc., qu'on est dans une nouvelle phase, qu'on allait relire Keynes, pourquoi pas, lui disait pas ça, mais qu'on allait pourquoi pas relire Marx, etc., etc. Et bah, les chiffres de dette permettaient d'envoyer des messages politiques. Et typiquement, à l'époque, c'est Christine Lagarde, qu'on connaît aujourd'hui, qui était ministre de l'économie et des finances, qui à l'époque elle va plaider pour qu'on prenne en compte la dette nette. Alors c'est fou, on se dit, bah, elle reprend un concept keynésien, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? En fait, tout simplement parce que il y avait à l'époque quelque chose, là ça nous amène avec la configuration d'aujourd'hui, je trouve, euh, un époque tout à fait touchy, un moment touchy, c'est que bah, la crise financière, comme vous le savez, ça a été un grand moment, la crise financière privée, de socialisation des pertes. C'est-à-dire Ouais. que les banques ont été renflouées, recapitalisées par la puissance publique. Et donc, pour recapitaliser ces banques, bah, l'État, il a emprunté de l'argent. Donc, il a augmenté sa dette publique pour recapitaliser des banques. Et donc, grand message, grande difficulté pour Christine Lagarde. Mais là, il y avait une peur vis-à-vis de la population de dire, mais mince, comment on va pouvoir faire la leçon sur la dette publique alors que cette dette publique, elle aura été augmentée par le sauvetage du capitalisme financiarisé. Et donc, pour cela, elle allait plaider auprès des institutions statistiques pour dire par pitié, prenez en compte la dette nette, c'est-à-dire que l'État, il a prêté aux banques,
Mais donc, il a un actif auprès de ces banques. Il a une forme de richesse puisqu'il a prêté aux banques. Il détient un actif sur ces banques. Et vous ne pouvez pas juste dire qu'on s'est endetté. On a aussi enrichi l'État d'une propriété de titre vis-à-vis du système financier privé. Donc, il faut que vous preniez en compte cette vision équilibrée. Sinon, on va être complètement démunis vis-à-vis de la population au moment de leur dire, bah si, il faut faire des efforts, il faut consentir à des efforts. Pourquoi ça parle là aujourd'hui? Ça parle aujourd'hui parce que cette configuration d'argent magique, elle a été rendue possible par le poids, la force agissante des banques centrales européennes, mais on voit bien que le politique a toujours besoin de messages à faire passer. C'est pas l'argent magique pour tout le monde, c'est de l'argent magique sur certains secteurs de l'économie que l'État estime prioritaires, et puis bah, d'autres secteurs de l'économie, hein, les services publics, etc., sur lesquels on va maintenir les efforts. Et donc, si on passe un message d'argent magique à tout craint, Mhm. on oublie en quelque sorte cette segmentation, cette sectorisation des choses, qui est, on pourrait dire, un choix de classe encore, un choix de classe dissimulé, ou en tout cas qui passe par d'autres canons. Et donc, la comptabilité de la dette, c'est pas que des chiffres, ça envoie certains messages. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et donc, de même que voilà, je reviens au cantonnement de la dette, de dire bah il y a eu une part de dette Covid parce qu'il fallait aider les entreprises privées qui étaient sous bulle, etc. L'économie était sous bulle. Eh bien ça, c'est un comptage à part. Mais par contre, le reste de la dette, on va faire des efforts, on va constater. Et à nouveau, on envoie, vous voyez, c'est pas la dette nette et la dette brute, mais Mhm. c'est, j'appelle ça le charcutage, le charcutage ontologique, le charcutage existentiel des dettes. Et on envoie des messages politiques différenciés dans les méthodes de calcul. Et typiquement, la dette Covid est différente de la dette structurelle qui doit faire l'objet de réformes, etc., et d'économies massives. Il y a un autre point intéressant à soulever quand on parle aujourd'hui de la dette, c'est s'intéresser en fait à ce pouvoir de certains ou cette influence de certains grâce au mécanisme de la dette. Pareil, vous l'évoquez dans les livres en fait en disant, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, qui sont extrêmement intéressants puisque aujourd'hui, donc l'État est endetté auprès d'acteurs privés, mais ces acteurs privés, en fait, ne représentent pas soit toute la population, représentent en fait une partie uniquement en fait de la population. Les épargnants, comme on l'avait déjà dit un petit peu avant, tout le monde n'est pas capable d'épargner, tout le monde n'épargne pas les mêmes sommes. Du coup, en fait, ça renforce aussi finalement un pouvoir de quelques-uns par rapport à l'État. Je crois que vous prenez l'exemple de Marx dans le livre aussi sur la monarchie de Juillet et en fait la caractérisation de comment est-ce que une centaine de capitaines d'industrie ou de familles en fait tiennent l'État grâce au mécanisme d'endettement. On a l'impression qu'on en revient un petit peu à ça et que cette capacité en fait financière de certains leur impose un vrai pouvoir sur la conduite en fait de l'économie. Oui, oui, oui. Alors c'est un concept, d'ailleurs on peut revenir un peu à l'étymologie. C'est développé aux États-Unis au 19e aussi notamment, celui de bond holder class, c'est-à-dire le détenteur de bons il y aurait une classe sociale de détenteurs de bons qui aurait des intérêts communs et des intérêts politiques, des attentes politiques communes. Ça constituerait presque une classe sociale consciente d'elle-même, consciente de ses intérêts, et qui donc aurait tout intérêt à agir pour faire passer ces messages auprès de la puissance publique. Ça, c'est très intéressant parce que donc ce schéma idéal typique, il renvoie un peu à ce que j'ai dit en début, l'état gendarme, c'est-à-dire Mhm. que on n'a pas de protection sociale, donc l'État, c'est une puissance répressive qui défend l'initiative privée et qui défend en quelque sorte une classe sociale. C'est assez idéal typique, hein, je fais à gros traits, mais ça permet Ouais. ensuite de nuancer et de comprendre la configuration actuelle. Et donc la thèse a été de dire, avec l'État-providence, avec le développement de services publics et sociaux, l'État, il s'est émancipé de ce rôle strictement gendarme Hmm. de défense de la propriété privée pour avoir des rôles, bon, je prends des expressions d'acteurs, c'est marrant, de défense de la veuve et de l'orphelin, etc. Il s'est démocratisé, il inclut un peu tout le monde et il défend
l'ensemble de la société et pas strictement une classe sociale qui est celle qui a épargné, hein. Ouais, il y a toute, mais là aussi, il faut lire Piketty, c'est assez beau, issu de la littérature, mais il y a voilà toute une économie du rentier Mhm. qui accumulait des richesses grâce à la dette publique. Et effectivement, vous citez Marx, non seulement accumuler des richesses, mais accumuler un capital politique, un pouvoir politique grâce à cette dette, hein. La puissance publique dépendait de cette opinion des rentiers pour se financer, pour continuer d'exister, etc. Donc il y avait une dépendance stricte. Marx, il va jusqu'à parler d'un État qu'on gère comme une compagnie d'actionnaires, hein. Donc, Mhm. avoir de la dette, c'est placer de l'argent dans l'État et donc le contrôler, hein, le contrôler comme un actionnaire contrôlerait une entreprise. Évidemment, c'est métaphorique, etc., etc. Donc voilà, j'ai dit développement de l'État-providence, développement de la classe moyenne, etc., avec l'idée que bah, tout le monde serait devenu un petit détenteur de dette, que tout le monde aurait eu accès à la dette, etc. Donc c'est aussi le développement avec les guerres mondiales de la souscription populaire aux emprunts d'État, etc., etc. Le bon du trésor, on le détient comme un moyen d'épargne, mais à nouveau, vous l'avez dit, ça concerne l'épargnant. Ça concerne une partie réduite de la population, celle qui est en capacité de dégager des excédents à un moment donné, qui ne dépense pas tout pour sa subsistance, mais qui est en capacité de constituer de l'épargne et donc de la placer, cette épargne, éventuellement en emprunt d'État. À partir de là, les débats complexes, c'est comment on va quantifier le fait que cette épargne, elle concerne toute la population ou non. Est-ce qu'il n'y a pas des fortes inégalités de distribution dans cette épargne? Et là aussi, c'est tout le travail de Thomas Piketty pour populariser cette grande entreprise statistique de quantification. Et puis, il y a un autre travail que je cite, celui de Sandy Hager, qui est vraiment très intéressant, avec le débat, est-ce que la dette, c'est l'Américain moyen ou est-ce que c'est Rockefeller, quoi? Est-ce que c'est Mhm. John Q. Public ou John D. Rockefeller, etc. Et c'est un débat qui anime les États-Unis, lui, va aller jusqu'à faire un travail très intéressant d'utiliser des sondages auprès de la population américaine la plus aisée, et il va voir qu'il y a une forte cohérence idéologique dans cette population sur des thématiques très précises, notamment sur bah, les économies budgétaires, la défense de l'initiative privée, du capital privé, etc. Une forte cohérence idéologique qui peut nous faire penser à la persistance d'une classe sociale de détenteurs de bons du trésor. Alors aujourd'hui, voilà, c'est très intermédiaire, j'ai déjà un peu dit. Il faut aller regarder l'épargne, qui a de l'épargne, etc., etc., qui est vraiment un bond holder, qui détient de la dette, et est-ce qu'on aurait vraiment intérêt, est-ce que la classe moyenne, est-ce qu'elle a tant que ça à perdre, Mhm. par exemple dans une annulation de dette, dans une inflation très forte, ou est-ce qu'elle a à gagner, notamment aujourd'hui lorsqu'on subit les chocs climatiques massifs, est-ce qu'elle a pas plutôt à gagner à renoncer à cette petite fuite privée de défense de l'épargne privée, et à y renoncer, à préférer des grands changements euh, collectifs. Donc il se joue tout cela et il se joue l'idée que est-ce que l'État il choisit de défendre euh, et de prioriser le sort de cette population qui détient la dette. Et aujourd'hui, voilà, j'ai déjà dit, ça passe par l'intermédiation financière privée. Et ça nous amène peut-être à votre, ouais, allez-y, à votre Non, dernière question sur c'est le quantitative easing. alors tout à fait. Je vous laisse, je vous laisse embrayer du coup sur le quantitative easing et après on repassera à des questions un peu plus idéologiques en fait pour sortir de l'aspect uniquement financier et reprendre quelques aspects un peu plus sociaux de la dette, hein. Oui, parce qu'en fait, le quantitative easing, il était porteur potentiellement d'un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est un outil massif d'intervention des banques centrales qui entravait le libre fonctionnement du marché, en quelque sorte. C'est-à-dire que en rachetant des quantités à discrétion de dettes qui circulent déjà, elles avaient le pouvoir bah, d'influer sur le taux d'intérêt exigé aux États sur le primaire, hein, parce qu'il y a un marché de l'occasion, un marché primaire, etc. Donc en agissant sur le secondaire, elles influençaient massivement le primaire et en quelque sorte, elles avaient une capacité d'enrayer le pouvoir de nuisance des marchés. Parce que le pouvoir de la bond holding class, il se joue où? Il se joue sur cette scène-là, c'est-à-dire au moment où on prête ou pas à l'État. Et donc, c'était l'opinion des rentiers qui circulait dans la presse financière. Oh là là, l'État est insolvable, on ne prêtera plus à l'État. On va assécher les ressources au moment de cette vente aux enchères. On vote avec nos pieds, hein, voilà, c'est aussi ça que j'ai oublié de mentionner, c'est-à-dire que cette bond holding class, elle se rend ou ne se rend pas aux séances de vente aux enchères. C'est-à-dire Mhm. elle vote en participant ou non au financement de l'État. Et lorsqu'on a une banque centrale européenne, nationale, peu importe, qui intervient massivement sur ces marchés, en fait, elle anesthésie
elle neutralise totalement ce pouvoir de voter ou non pour l'État en lui prêtant ou pas. C'est-à-dire qu'elle biaise le marché. Et donc, il y avait ça qui était en jeu avec le quantitative easing, c'était est-ce qu'on le sanctuarise, ce quantitative easing? Est-ce qu'on dit que, quelle que soit la configuration, il est très important de garantir le financement des États-providence, qui sont les soupapes de sécurité en cas de pandémie, en cas de choc majeur? Est-ce qu'on le garantit dans les traités? Est-ce qu'on l'inscrit Mhm. politiquement? Ou au contraire, est-ce qu'on garde cette capacité à le jouer quand on le souhaite, Mhm. en le jouant quand ça arrange certains intérêts. Et donc là, effectivement, il y a toute la sociologie à faire de la technocratie des banques centrales, dont on voit, et là, il y a un concept que j'utilise de Daniela Gabor, qui est vraiment massif, qui est le de-risking state, massif, je veux dire heuristique, très puissant, c'est-à-dire un État qui va dérisquer pour le privé, c'est-à-dire Mhm. on accepte l'argent magique lorsque ça vient dérisquer le profit privé, mais on le refuse lorsque ça viendrait faciliter les dépenses sociales massives. Donc voilà, il y a un usage de classe aussi, un Mhm. usage sectoriel de cet outil. On ne cherche pas à le garantir éternellement, on l'utilise à discrétion en fonction d'intérêts sectoriels bien délimités. Et justement, bah, c'est parfait comme transition pour parler en fait du concept que vous abordez aussi, qui est de dette financière et de dette sociale, parce que donc on a beaucoup parlé d'économie, de finance, de monnaie, etc. par rapport à la dette, mais on l'avait évoqué déjà au préalable sur la définition même de la dette. C'est pas qu'une dette financière, ça peut être aussi une dette sociale. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces différences et en quoi en fait ce marqueur de préférence de la dette financière par rapport à la dette sociale et aussi fondamentalement un choix politique et idéologique. Oui, oui, absolument. Il y a, je crois, là, oui, mais ça renvoie à nos discussions tous les deux de philosophie contractuelle. L'idée d'une dette sociale, il y a deux parties en fait. Enfin, il y a deux versions. Il y a la version euh, philosophique de dire voilà, il y a une dette vis-à-vis de la société. C'est notamment défendu par des militants, par des théoriciens, mais aussi des militants, notamment les comités d'annulation des dettes illégitimes, qui étaient avant les comités d'annulation des dettes du tiers-monde, qui disaient on va faire un audit des dettes lorsque ça va pas, et on va regarder les différentes obligations de l'État. Il y a des obligations vis-à-vis des créanciers privés, mais qui sont en compétition avec d'autres obligations vis-à-vis de la société. Et notamment, les États doivent assurer l'accès à l'eau, l'accès à la santé, etc., etc. Et tout ça pèse autant, ou en tout cas doit être pris en considération et en compte sur un même plan que les dettes financières. Et donc, il y a juste des obligations. Et donc, on va prioriser, oui ou non. C'est ça Mhm. une annulation de dette ou une restructuration de dette, c'est aussi ça, c'est de dire euh, il y a des populations en compétition qui ont différents formats d'obligations. Il y a ceux qui ont un contrat privé, un contrat de dette, et puis il y a ceux qui ont une dette implicite qui est la dette du souverain, de la souveraineté de l'État vis-à-vis de ces populations. Et donc les deux sont à prendre en compte. Et donc il y a des arbitrages à faire. Voilà, il y a des arbitrages à faire entre ces différentes formes d'engagement. Et il y a un sens du devoir d'État qui évolue. Et donc, ce qui s'est imposé, voilà, les micro-arbitrages successifs dont j'ai parlé, c'est qu'il y a une vision de l'intérêt général qui consiste à dire que bah, la dette financière, elle prime sur les autres, elle est à sanctuariser parce que ça renvoie à une conception de l'économie, de défense de l'accumulation privée, etc., etc. Tout ce qu'on a dit avant. Et donc, ça s'incarne dans ce crédit de l'État. Le crédit de l'État, il est pensé strictement en fonction du respect de l'obligation financière par rapport aux autres obligations de services publics et sociétal. Et donc là, vous voyez, il y a toute la légitimité de l'État, quel type d'État on veut, etc., qui se joue là-dessus. Il y a un combat à mener sur voilà la mise en et voilà, voilà ça c'est la première version. Et malheureusement, la dette sociale, l'autre version qui s'est imposée, et je le dis un peu dans le livre, c'est que dette sociale, les pouvoirs publics en parlent, mais ils n'en parlent pas ainsi. Ils Mhm. en parlent comme une accumulation de charges, c'est le déficit de la sécurité sociale, le trou de la sécu, euh, le financement de la CADES, vous voyez, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale, etc. C'est l'accumulation de charges. Et donc la dette sociale, elle est simplement connotée négativement, péjorativement du côté des gouvernements comme une dette à réduire. Hein. Mhm. C'est pas une dette à honorer, mais c'est une dette à réduire, un périmètre à réduire, un périmètre d'engagement social à réduire. Donc, vous voyez, c'est toute l'ambivalence avec dette sociale que j'essaie aussi de retranscrire dans le livre. Il y a à la fois ceux qui la théorisent et veulent la défendre et en faire une priorité, et puis il y a du côté technique de l'État, elle est simplement thématisée comme une charge à réduire.
Et justement, en fait, en allant encore plus loin, cette vision en fait de la dette sociale comme étant une charge, qui ne vient pas du tout remettre en question la place de l'État et en fait, et la bonne obligation ou non de respecter la loi, les règles de vie dans un État, elle est renforcée par un concept qui ressort, hein, qui est un concept assez hallucinant quand on y pense, qui est celui de dette originelle, qui est repris par des politiques comme Jean-Pierre Raffarin, quand même, que vous citez dans le livre, comme quoi, en fait, l'être humain, quand il naît, a une dette déjà originelle envers la société, envers l'État. Et que du coup, en fait, ce n'est pas l'État qui a une obligation ou une dette sociale envers l'individu, mais bien évidemment l'inverse, ne serait-ce que par sa naissance. Et ce qui implique que derrière, on peut chiffrer potentiellement le coût de la vie d'une Hmm. personne, de son utilité, etc., par rapport à cette dette de mise au monde. Oui, alors là, c'est vrai qu'on a oublié, mais c'était pareil, ça faisait partie d'une entreprise de sensibilisation de l'opinion publique et de dire, voilà, chaque individu naît avec une dette euh, sur ses épaules, effectivement, qui est le prix des services publics, en quelque sorte, le coût pour la collectivité de la prise en charge de l'éducation d'un individu, de ses études supérieures, de sa sécurité sociale, etc., etc. Et là, dans un délire de tarification, dans un délire de quantification de l'ensemble de la vie, avec l'idée que c'est qu'une charge pour le service public, alors que évidemment cet individu est né, il va rendre des services, créer des richesses, participer au cycle de l'économie. Enfin voilà, tout ça est équilibré. C'est pas juste une charge de A à Z, y compris dans une vision libérale, on pourrait dire, de création de richesses individuelles. Je veux dire, donc c'était un peu cette entreprise absurde, asymétrique, complètement tronquée, de problématisation de la dette et de mise en avant de certains chiffres avec, voilà, chaque individu est un coût pour la collectivité et on le mesure dès la naissance. Je dirais que c'était très peu sophistiqué, en fait, ce concept-là. Je crois que peut-être vous y projetez des choses plus sophistiquées, qui un peu les discussions qu'on a eues sur lorsqu'on est-ce que on est endetté vis-à-vis de la puissance publique ou pas, est-ce que c'est elle qui nous doit quelque chose, voilà. Là, vous y projetez des choses, mais c'était assez rudimentaire chez Jean-Pierre Raffarin. C'était une instrumentation de la mise en coût de l'intégralité du monde social et peut-être effectivement l'idée de s'écarter de plus en plus vis-à-vis d'un État-providence qui n'est pas pensé en termes de coûts, ni de tarification, ni d'équilibre comptable et de compensation et de contrepartie, et puis de se rapprocher du modèle américain, effectivement, où tout est comptabilisé, tout fait l'objet d'un compte et d'une compensation et renvoie à une richesse privée en face. Donc il y a cette idée d'imposer cette vision-là. Ouais. Et aujourd'hui, bon, par rapport à la mise en place de la privatisation des retraites qui était prévue par le gouvernement Macron lors du précédent quinquennat, mais qui est toujours à l'ordre du jour, les différentes propositions de loi, enfin, la pensée dominante que l'on voit dans la plupart des médias, le cadre idéologique néolibéral n'est absolument pas remis en question, le mécanisme de dette, l'importance donnée à la dette privée, à son remboursement, au respect de la propriété privée avant en fait la dette sociale de l'État. Tout ça n'est absolument pas remis en question. Et pourtant, ça pose un énorme problème face aux enjeux écologiques et sociaux qui sont face à nous, de limites planétaires. Comment est-ce qu'on fait pour casser ces idées? Comment est-ce qu'on fait pour remettre faire naître un esprit critique au sein de la population et essayer de casser en fait cette mythologie qui n'est en rien en fait une loi naturelle des choses. Ouais, mais moi je pense que je suis assez optimiste sur le fait que ces parties-là du système ont été décryptées. Il y a une connaissance qui a beaucoup augmenté sur la création monétaire, etc. Où il y a quand même des grandes fissures qui sont entamées sur ce système. Parce qu'effectivement, poussé à son délire radical, il faut quand même imaginer. Enfin voilà, moi j'étudie aussi maintenant les annulations de dettes dans les pays dits du Sud global ou les pays pauvres, etc., etc. Il faut quand même imaginer un effondrement climatique, un effondrement des sociétés avec des gens qui continuent de compter qui doit des quantités d'argent à telle ou telle personne. Ouais, il y a une absurdité assez dingue de se dire jusqu'au bout, on aura ce système de comptage quand tout s'effondrera, alors qu'en fait, on aura des systèmes de fuite individuelle assez dingues avec
des parties de la population qui auront déjà fait sécession vis-à-vis du collectif et qu'on aura toujours une résidence de système de compte. Donc voilà, mon aspect optimiste, c'est que ça a déjà été bien entamé, quand même, bien entaillé. Euh, mais qu'il y a des très fortes résistances institutionnelles à cela, quoi. Il y a toujours une persistance de certains intérêts. Alors comment faire? Bah effectivement, c'est politiser ces questions, les porter à l'agenda, retrouver le sens du public, du service public. Hein. Il y a un excellent livre d'Antoine Vaucher aussi qui s'appelle Public dans la collection Anamosa. Voilà, qu'est-ce que c'est que retrouver le sens du public, le sens originel, pas seulement un sens du public qui est d'assurer la garantie du système privé et puis qui est une pensée de l'externalisation. Hein. On le voit aujourd'hui avec le débat McKinsey, etc., où les capacités propres du public ont été complètement fragilisées pour céder la place, ouvrir des marchés à l'audit privé, à la consultance privée, etc. Et puis, bah, ouais, sur le plan des classes moyennes, je l'ai un peu dit, mais c'est lutter contre la micro-part de rentier qui peut être euh, présente, y compris dans des populations qui sont pas si riches, quoi. C'est-à-dire, il y a tout dans un autre article avec Quentin Ravelli sur la financiarisation et les classes sociales, on développait cette idée que avec le crédit privé, l'accès au Mhm. crédit privé, l'accès à la propriété immobilière, etc. Tout ça construit des consciences aussi, quoi. Ça construit des consciences de propriétaires, du besoin de rembourser sa dette, donc que les autres fassent de même. Si on est un bon emprunteur, pourquoi l'État ne serait pas lui aussi un bon emprunteur, etc., etc. Donc, Mhm. lutter contre la micro-part de rentier qui peut être en chacun, hein, quoi. Il y a une complexité des habitus. Alors, je le dis, hein, ça considère quand même ceux qui sont en capacité de dégager une petite part d'épargne. Et la plupart, enfin, je veux dire, il y a une pauvreté abondante où cette question se pose même pas. Il y a même pas. Voilà, on lit dans le monde, là, les gens commencent à arbitrer. Bah ouais, non, il y en a qui n'arbitrent pas du tout, qui sont en situation de surendettement et totalement dominés par ce système. Mais en tout cas, pour la part, parce que du coup, faut penser des alliances de classe. Pour la part de la société qui, elle, serait en position de faire cet arbitrage, bah, lutter contre cette micro-part de rentier et puis réaliser qu'on a peu à perdre, en fait, dans un changement macro et tout à gagner, quoi, et refuser tous les points de fuite individuels. Hein, voilà. Moi, c'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est euh, l'idée de cessation vis-à-vis de la société et de construction de solutions individuelles dans le chaos. Elle est quand même très forte, quoi. Elle tend, voilà, faut regarder les réseaux sociaux, faut regarder tout ça. Euh, faut trouver du concernement collectif et voir que bah, les fuites individuelles, elles sont illusoires et que le salut est collectif et dans le public. Et donc, ça doit se traduire dans des attentes d'offres politiques, parce qu'il y a des offres politiques, mais les attentes en face sont pas toujours bien constituées, quoi, les consciences politiques en face. Donc voilà, il faut aller. Bon, ça fait très naïf et ça l'est forcément un peu, mais voilà, le travail de décryptage des sciences sociales, il est important, mais aussi votre rôle, euh, le rôle de la conscientisation, mais pas bébête, quoi, pas d'imposer des solutions toutes faites en disant bah voilà, il suffit de faire ça. Non, c'est des prises de conscience critiques complexes. Voilà. Et si on veut aller un petit peu plus loin sur justement, pour déconstruire un petit peu cette idéologie de la dette, se construire une autre vision de ce que peut être la dette. Alors, en dehors de vos deux livres que j'ai bien évidemment cités et que je recommande chaudement, est-ce que vous auriez peut-être un, deux ouvrages à recommander qui permettent en fait d'éveiller à cet esprit critique, de prendre un petit peu de recul sur sur nos croyances? Bah, il y a, bon, bah, c'est des gens que je cite beaucoup, mais il y a le dialogue entre Friot et Lordon sur le communisme, sur l'hypothèse communiste que je trouve excellent. Donc tout Bernard Friot d'une façon générale, c'est-à-dire que euh, c'est assez génial de partir du subversif déjà là. Voilà, c'est une expression que j'aime beaucoup. Euh, il y a pas un, c'est pas un grand soir total. Il y a des choses, des institutions qui ont été construites et qui sont un potentiel. Y compris, je pense, pour penser politiquement, c'est très important. C'est-à-dire que il y a du subversif à entretenir, à réintroduire, à complexifier, à remodeler, mais on part pas de rien et voilà, c'est aussi
porteur d'espoir et d'optimisme en quelque sorte, hein. C'est-à-dire, il y a déjà des luttes qui ont porté leurs fruits et qu'il faut fructifier, consolider, etc., etc. Voilà une parmi d'autres. Bah, après, j'adore Alain Damasio, etc. Enfin, bon, bref. Euh, Là aussi, il y a des choses assez géniales dans ces nouvelles, sur la privatisation du langage, etc. Donc, pour se prémunir des dystopies qui sont déjà à l'œuvre et qui sont déjà bien mises en place par le pouvoir néolibéral autoritaire. Eh ben, génial, bah, merci beaucoup Benjamin Lemoine et merci beaucoup pour vos travaux et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment, Jean-Philippe. Au revoir.